Donc la COVID-19 est connue aujourd'hui pour ses symptômes respiratoires principalement, mais on se rend compte de plus en plus qu'on va avoir aussi des symptômes neurologiques. On connaît déjà la gueusie, l'anosmie, donc la perte de l'odorat et la perte du goût qui peuvent être retrouvés. Mais dans certains cas, beaucoup plus graves, mais aussi heureusement beaucoup plus rares, on va avoir des attaques neurologiques dites centrales du cerveau qui peuvent apparaître. Parmi celles-là, on va avoir les encéphalopathies, les méningites, et encore une fois, même extrêmement rares, les AVC ou potentiellement une augmentation du risque de décès. En plus de ces perturbations du système nerveux central, on peut avoir et on peut voir apparaître surtout des troubles psychiatriques concomitants avec la COVID-19. Dans ces troubles psychiatriques, on va avoir des symptômes anxieux dépressifs principalement, mais dans certains cas aussi, des cas de psychose qui peuvent apparaître suite à la COVID. Ces symptomatologies, on va les observer chez des patients vraiment de tous bords, y compris chez des patients qui n'ont pas été hospitalisés et qui ont été donc atteints d'une COVID beaucoup moins grave, en tout cas sur le plan respiratoire. Aujourd'hui, on a connaissance de ces symptômes à court terme, mais aussi à plus long terme, à 6 mois, et on se pose la question, et après, comment est-ce que ça va se passer? Les mécanismes de la COVID-19, ils sont encore mal connus. Au final, aujourd'hui, on a peu d'informations sur comment est-ce que ça se passe d'un point de vue neurologique, d'un point de vue vraiment fonctionnel dans le corps. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a plusieurs hypothèses. Ce sont des hypothèses qui restent à vérifier et qu'on a encore besoin de développer, de travailler, de rechercher pour avoir des réponses beaucoup plus claires. Mais l'une de ces hypothèses, c'est vraiment l'hypothèse de la pathologie en général et pas seulement de la COVID-19. C'est l'effet de la réponse immunitaire. Vous le savez, quand vous êtes malade, que ce soit une grippe, un rhume, n'importe quelle autre pathologie, vous avez une réaction de votre système qui va s'enflammer. Cette réaction inflammatoire va se traduire par de la fièvre, elle va se traduire par une tendance à avoir de la toux, à de la fatigue, l'impression vraiment de fonctionner au ralenti. Tout ça parce que votre corps est en train de réagir et de se défendre. Cette réaction immunitaire, elle est connue pour avoir des implications au niveau neurologique et au niveau central, mais qui vont être très courts au final, uniquement pendant le temps de l'infection. Dans la COVID-19, on a pu observer une réponse immunitaire qui était comparable à n'importe quelle autre pathologie. Et on va s'interroger sur la durée, en fait, de cette inflammation. Est-ce qu'elle va être seulement pendant la durée de la maladie et de l'infection, ou est-ce qu'on va pouvoir retrouver des conséquences et des réponses immunitaires inflammatoires à plus long terme qui pourraient expliquer les perturbations neuropsychiatriques qu'on va pouvoir retrouver? Une autre hypothèse qu'on a et qu'on commence tout doucement à vérifier aussi, c'est que la COVID-19 pourrait infecter certaines cellules neuronales, donc directement dans certaines cellules de notre cerveau, et donc créer des infections encore plus localisées qui vont forcément avoir une implication sur le fonctionnement neurologique. Enfin, la dernière possibilité qui existe à ce jour, c'est cette notion d'hypométabolisme. Donc en fait, votre cerveau, il fonctionne avec un apport de sang suffisant, un apport d'oxygène suffisant. Et quand il y a cette réponse inflammatoire notamment, on peut observer certaines régions qui vont avoir un petit peu moins d'apport de sang, et ce qui pourrait expliquer la symptomatologie neurologique. Ces effets sur le système nerveux, ils vont avoir des conséquences. En tout cas, on imagine qu'ils vont avoir des conséquences cognitives et c'est un petit peu l'objet de cette Covid longue. C'est qu'on va avoir des plaintes chez les patients qui vont émerger. Y compris quand on a guéri de la Covid, les plaintes qu'on va pouvoir retrouver chez nos patients atteints dits de la Covid longue ou de la neuro-Covid, c'est principalement le ralentissement psychomoteur. Ce ralentissement psychomoteur, il se traduit chez les patients par l'impression que tout est au ralenti, que leur fonctionnement prend beaucoup plus de temps, que ce soit vraiment dans leurs idées, donc vraiment la rapidité de la pensée, ou que ce soit plus même dans le geste et dans la motricité qui parfois peut avoir l'impression d'être coûteuse, ralentie, lourde un petit peu. Le deuxième point sur lequel on va observer une plainte, c'est la notion de l'attention, de la concentration, de la vigilance et plus généralement du concept de fonction exécutive. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette notion de fonction exécutive, c'est l'ensemble des fonctions cognitives qui vont vous permettre de vous organiser au quotidien. On va y inclure l'inhibition, donc s'empêcher de faire certaines choses, la flexibilité cognitive,
et plus généralement tout ce qui vous permet de rester concentré et organisé. Plus récemment et de manière un petit peu plus, sensible pour l'instant, on découvre vraiment cette partie-là. On va pouvoir avoir certains patients qui, s'interrogent sur une perturbation de leurs compétences de mémorisation et particulièrement dans l'accès à la récupération des informations qui étaient stockées en mémoire. Ce qui se passe quand vous mémorisez quelque chose, c'est que vous les rangez dans des cases et que pour se rappeler de ça, il faut se rappeler du chemin pour accéder à la case où vous avez stocké cette information. C'est la fameuse récupération. Tout ça, c'est très lié aux fonctions exécutives et aux fonctions attentionnelles. Et donc, plus qu'une véritable problème de mémoire dans la Covid-19, on aurait plutôt tous ces mécanismes un petit peu qui se confondent, notamment en lien avec la vulnérabilité de certaines régions cérébrales et particulièrement de l'hippocampe et des parties plus frontales de votre cerveau qui gèrent l'attention et les fonctions exécutives. Je vais passer la parole à Sandra, du coup, qu'elle puisse vous parler des atteintes un petit peu plus neurovirales et faire le point sur la solution que je propose aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, Sandra, ton micro est coupé, donc il faut que tu le remettes. Sandra, il faut que tu remettes ton micro. Il est coupé. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. OK. Alors il y a quelque chose qui se passe qui est que cette atteinte, du système nerveux central, on l'avait déjà observé avec d'autres pathologies. C'est pas la première fois qu'on a un virus qui va atteindre le cerveau. Par exemple, j'ai fait ma thèse sur le neuro-VIH et ces profils sont assez similaires, ce qu'on appelle les profils sous-corticaux-frontaux ou plutôt les profils sous-corticaux. Ce qui veut dire essentiellement que, les atteintes, virales qui vont provoquer cette inflammation, vont, se concentrer en premier lieu sur ce qu'on appelle la substance blanche, c'est-à-dire, ces parties plus blanches du cerveau où il y a, les longs axones qui transmettent l'information, des neurones d'une partie à l'autre du cerveau. Et ce qui est absolument caractéristique de ces atteintes, c'est avant tout, une modification de la vitesse de transmission des informations, dans le cerveau qui va se traduire physiquement par cette atteinte de la vitesse psychomotrice. Donc, cet effet de ralentissement que l'on ressent et que l'on vit effectivement, réellement. C'est donc, cette vitesse est donc le meilleur indicateur qu'on ait, du fonctionnement cognitif. Il marque aussi l'état neuropathologique, biologique du cerveau et quand on, introduit des traitements qui vont améliorer la situation, il est très sensible à ces ajustements thérapeutiques. C'est-à-dire que la vitesse va s'améliorer sous traitement. On va pouvoir c'est la première chose qu'on va voir se faire, modifier au niveau cognitif. Donc cette vitesse, elle, la mesurer de façon fine et essayer de comprendre ce qu'elle nous dit de façon beaucoup plus précise, va nous permettre d'explorer à la fois, des formes graves où finalement on n'a pas besoin d'outils très fins, mais surtout des formes mineures, très légères, où là il faut vraiment aller comprendre ce qui se passe avec des outils beaucoup plus puissants. Juste, Sandra, pour respecter les délais et avoir du temps pour tout le monde, tu as encore peut-être 2-3 petites minutes pour cette présentation générale. Peut-être qu'après, quand tu présenteras l'outil, tu pourras le compléter. Ça tombe bien, on est en train de finir. Donc pour les cliniciens qui nous écoutent, on a fait, un résumé sur qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour faire un bilan, pour explorer les patients, parce que c'est pas la même chose d'avoir des informations qui proviennent de la recherche sur des cohortes, que d'essayer d'aller chercher des réponses pour un individu en particulier. Et cette façon de faire, d'essayer de comprendre ce qui se passe chez un individu, on est en train de la co-construire entre, cognitivistes, entre neuropsychologues, spécialistes, de façon à essayer de produire les meilleurs bilans possibles pour comprendre le plus possible au niveau individuel, ce qui est pas tout à fait la même chose. Donc face à ça, nous, le test que nous avons développé, on l'avait développé à l'origine justement pour mieux comprendre les atteintes sous-cortico-frontales. Donc il est totalement indiqué, pour la Covid. C'est-à-dire, en fait, il est idéal. Il va aller chercher ces notions de vitesse pour les décortiquer. Il permet de caractériser les fonctions attentionnelles et exécutives.
Donc c'est en fait le meilleur outil qu'on pouvait imaginer et c'est tout à fait un hasard qu'il arrive en même temps. Hem, on a de nombreux protocoles de recherche qui sont en cours, dont on ne peut pas parler maintenant puisque, les protocoles sont sous confidentialité pour l'instant. Je te Hem, je te demande juste deux petites secondes. Là, c'est sur la présentation de ton outil? oui, Oui, alors je vais faire juste une petite pause pour passer, des chiffres et de ce qu'on a vu à vraiment la présentation de ce que vous, proposez et MindPulse et BioSanté et Sophie, je voulais te demander par rapport à ce que tu as vu là, est-ce que t'ont dit Charlotte et Sandra, je suppose que ça fait écho à ce que toi, tu peux rencontrer avec les patients que vous accompagnez en lien ou non avec la covid? Alors, en fait, nous, les patients décrivent surtout des crises respiratoires. Elles sont, là, on travaille avec, 2 salariés d'un EHPAD, qui sont en arrêt depuis 6 mois. Une, était une ancienne sportive, donc et a vraiment, constaté un problème de capacité respiratoire. Elle peut absolument pas, agir ou marcher ou fonctionner avec un masque, par exemple. Et une des 2 a pu reprendre, à mi-temps, et commence à se réhabituer à marcher, mais on n'a pas de conscience, en fait, de troubles, au niveau cognitif, beaucoup plus, en tout cas les remontées des patients, beaucoup plus de troubles, respiratoires. Donc c'est voilà, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir imaginer de coupler des systèmes justement de rééducation respiratoire avec, des troubles, cognitifs. Et Mais effectivement, on est vraiment dans une observation de crise chronique d'épuisement, complètement, inopiné. Enfin donc ça met vraiment les patients en tout cas les personnes qui subissent ces crises chroniques dans un état de peur, en fait.